Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. La Somalie, terrain régulier d'attentats et rien ne semble enrayer le cycle de violence entamé depuis l'effondrement de l'État somalien au début de la décennie 1990. La Somalie qui tente de se reconstruire après la pire attaque de son histoire s'est revenue il y a un an, quasiment jour pour jour, dans la capitale Mogadiscio. Les Burundais, face à la crise alimentaire, près d'1 million de personnes sont en détresse. L'insécurité alimentaire, surtout la conséquence directe de la crise sociopolitique, mais aussi du déclin du secteur agricole. Des milliers de personnes continuent de fuir l'instabilité en République démocratique du Congo pour trouver refuge, notamment en Zambie, pays aujourd'hui cité en exemple par les ONG en matière d'accueil et de traitement des personnes déplacées. Mais avant de développer ces titres, le Soudan qui nomme un émissaire pour la paix au Soudan du Sud, une décision qui intervient plus d'un mois après la signature d'un nouvel accord de paix. Il s'agit de Jamal al-Cheikh qui auparavant occupait le poste d'ambassadeur du Soudan à Juba. Il a donc la charge de suivre l'application de l'accord de paix signé le 12 septembre à Addis Abeba en Éthiopie entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar, entente visant à mettre fin à la guerre civile au Soudan du Sud, conflit né en 2013 qui a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés. La Somalie, l'insécurité continue de gangréner ce pays de la Corne de l'Afrique. La Somalie en guerre depuis la chute du président Siad Barre en 1991. Pays confronté également au terrorisme avec Al-Shabaab qui ont essuyé depuis 2011 une série de défaites militaires, mais qui en réalité contrôlent toujours de vastes zones du territoire à partir desquelles ils lancent des actions de guérilla et des attentats comme celui du 14 octobre 2017 perpétré à Mogadiscio et qui a fait au moins 300 morts. Et aujourd'hui encore, la capitale en porte toujours les stigmates. Aïssatou Bari. L'attentat survenu le 14 octobre 2017 dans la ville somalienne Mogadiscio a changé la vie de milliers de personnes. C'est le cas de Nadifo Ahmed qui a perdu son mari dans l'explosion. Elle vit aujourd'hui sans soutien dans une cabane en tôle où elle peine à subvenir aux besoins de ses enfants. Notre famille vit une situation très difficile parce que nous ne pouvons pas payer les factures et nous ne recevons aucun soutien. Parfois, un membre de ma famille peut m'envoyer de l'argent, mais cela ne peut pas combler les lacunes de la famille. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer les frais de scolarité et les médicaments pour nos enfants. Les victimes du double attentat, le plus meurtrier jamais survenu dans le pays, subissent encore les répliques du bombardement. Beaucoup d'entre eux peinent à reconstruire leur vie et à faire face au traumatisme de l'attaque. Ali Mohamed a subi de graves brûlures et a perdu sa femme dans l'explosion. Comme vous pouvez le voir, j'ai été grièvement blessé à la tête. Je ne peux pas supporter un son de moteur en marche, de coups de feu. Je ne peux dormir que si je prends des somnifères et parfois je reste debout jusqu'au matin. La population somalienne subit régulièrement des attaques du groupe djihadiste Al-Shabaab et ce malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer le terrorisme. Un monument commémoratif a été construit dans la capitale en mémoire des victimes. Dans l'actualité également, le gouvernement béninois qui annonce la mobilisation de près de 300 millions de dollars visant la réduction de la dette publique, dette qui ne cesse de croître. Elle est passée de 50,3% du PIB en 2016 à 53,4% en 2017. Et selon le Fonds monétaire international, la situation est critique pour le Bénin car sa dette pourrait cette année atteindre un pic historique. Aujourd'hui, plus de 220 millions de personnes sont en situation de crise alimentaire sur le continent africain et cette insécurité alimentaire s'est aggravée ces dernières années. Les conflits et les aléas climatiques sont bien sûr l'une des causes, mais de l'autre côté, il y a également l'absence de politique agricole destinée à relever ce secteur aujourd'hui en déclin. Illustration au Burundi dans ce sujet signé Adijatou Badawi. 821 millions de personnes
soit une personne sur 9 sont sous-alimentées dans le monde, d'après les données de 2017 de l'Organisation mondiale de la santé. Au Burundi, par exemple, où le taux de prévalence de la malnutrition aiguë est de 4,5%, le ministère en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage mise sur la vulgarisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole en vue d'atteindre l'objectif visé fin zéro d'ici 2030. Cette modernisation devra se traduire par la régionalisation des cultures, la promotion de l'agriculture familiale intégrée, la mécanisation de l'agriculture, la préservation des terres agricoles et la transformation des produits agricoles. Elle se traduira aussi par le repeuplement du cheptel et le renforcement de la gestion post-récolte, par la multiplication des greniers communautaires et la diffusion des techniques adéquates de conservation, de transformation des produits agricoles et d'élevage, ainsi qu'une meilleure organisation des circuits de commercialisation. Parmi les stratégies mises sur pied pour contenir la sous-alimentation figure la stabulation permanente de l'élevage qui favorisera, selon les autorités burundaises, la production de la fumure organique et la réduction de la propagation des maladies. J'encourage le gouvernement burundais à augmenter son budget dans le sens de l'augmentation de la productivité agricole. Il faut bien évidemment au niveau institutionnel organiser l'agriculture, mener des politiques conséquentes. Donc je pense que le Burundi ferait mieux d'approcher les autres pays et de développer l'agriculture. Donc il faut faire également des progrès en matière de la production animale. Au Burundi, l'agriculture comptait pour 43% du produit intérieur brut du pays et employait 90% de la population en 2015. L'élevage, quant à lui, comptait pour 19% du PIB agricole et 4% du PIB total. Et on prend à présent la direction de la Zambie dans le camp de Mantapala, un camp de réfugiés situé au nord du pays. Il abrite près de 11 000 réfugiés congolais et l'une des problématiques majeures concerne leur prise en charge. Sur place, le gouvernement tente de les accompagner. Ibrahima Dumaba. Dans le cadre d'un programme d'intégration des réfugiés, le gouvernement zambien accompagne les déplacés de guerre dans la création de richesses et d'emplois. Objectif, faciliter leur cohabitation avec les populations locales. Avec le soutien des Zambiens, ces réfugiés congolais ont mis en place leur propre entreprise à Mantapala, dans le nord du pays. Nous avions l'habitude d'aller au marché de Schlenge, qui est très éloigné. Maintenant, c'est plus facile, car nous pouvons échanger avec nos frères congolais et rentrer chez nous plus rapidement. Les affaires marchent très bien. J'ai commencé avec une machine, maintenant je me retrouve avec 5 machines. La Zambie a intégré l'accompagnement des réfugiés dans son plan de développement national. Ces derniers ont accès aux terres agricoles et aux intrants, mais aussi et surtout aux services financiers et judiciaires. Ce site accueille plus de 10 800 réfugiés congolais et environ 5 000 Zambiens, dont la majorité s'adonne à l'agriculture, au commerce et à l'artisanat. Il est révolu de dire que les réfugiés auront toujours besoin de soutien. Il y a une autre histoire à raconter. Les réfugiés ont des capacités humaines et professionnelles réelles qui peuvent être bénéfiques aux économies des régions d'accueil. Créé par le gouvernement zambien et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le site de Mantapala est situé près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Selon les Nations Unies, plus de 700 000 réfugiés congolais vivent en Afrique subsaharienne. Pendant ce temps, la Zambie a ouvert la naturalisation des réfugiés qui le souhaitent. Comment préserver l'héritage, la mémoire des artistes qui ont marqué la vie culturelle du pays? Question posée en Égypte et le gouvernement vient de se lancer dans une politique de sauvegarde des lieux là où ont été produites et exposées les œuvres qui font encore aujourd'hui la renommée de l'Égypte. Marcel Farba-Maroun. Des plaques d'identification accrochées sur la devanture d'un bâtiment en souvenir d'artistes égyptiens ayant marqué la vie artistique du pays, telle est l'initiative du gouvernement. Lancée en septembre 2018, elle a pour objectif principal de ressusciter la mémoire de personnalités culturelles influentes égyptiennes. Lorsque nous avons lancé cette initiative, nous nous sommes concentrés sur les lieux où vivaient la plupart de ces personnalités. Beaucoup d'entre elles sont nées dans d'autres gouvernorats ou de la campagne. Nous avons placé les pancartes dans les lieux qui ont vu se réaliser la majeure partie de leurs œuvres.
L'initiative, intitulée Lift Here, cible les jeunes générations qui n'ont généralement pas eu la chance de connaître ces artistes. Une application téléphonique disponible par téléchargement contenant des informations sur ces personnalités a d'ailleurs été créée. L'initiative a pour objectif d'informer les prochaines générations à propos des personnages qui ont marqué l'histoire de leur pays. Si cela suscite de l'intérêt, ils pourraient commencer à rechercher davantage, à mieux connaître la personnalité et cela aidera à immortaliser leur héritage. En un mois, plus de 200 pancartes ont été placées dans des quartiers du Caire. Elles sont en hommage à de célèbres artistes tels que le chanteur Abdel Halim Hafez, l'acteur Taoufik Eldek ou encore la chanteuse Shadia. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.